On est avec Sabrina Gendron, Ève de Gary-Lamanque et Christian Bugeaud, et on parle du deuxième endroit le plus fantastique au monde après ce plateau de tournage, les musées. Bande de chanceux, vous pourriez regarder un match de la WWF, mais non! On est avec trois intellos qui vont nous parler de musées. Comment est-ce que ça commence pour chacun de vous, la passion des musées, la muséologie ou votre relation avec le musée? Est-ce que ça vient de l'enfance? Moi, pour vrai, mon premier, vraiment, presque un travail dans un musée, là, j'avais 13 ou 14 ans. OK, tu as commencé à travailler à 13-14 ans. En fait, c'est que je venais de déménager en Outaouais. C'est un milieu nouveau pour moi. C'est un endroit où est-ce qu'il y a énormément de musées. Et puis, j'ai décidé d'appliquer comme bénévole au Musée canadien des enfants. Fait que moi, ça a commencé de même. Excellent. Puis après, j'ai eu plein d'autres emplois. Je travaillais au Musée des beaux-arts du Canada, au service à la clientèle. J'ai travaillé comme guide-interprète dans des sociétés du patrimoine, en Outaouais encore. Jusqu'à ce J'ai que- fait plein d'affaires. Tu arrives ici à Rimouski, puis... Oui, c'est le musée régional de Rimouski qui m'a amené à Rimouski, qui m'a amené au Bas-Saint-Laurent. Pour le travail, donc. Oui, c'était pour le travail, puis j'ai passé le quart de ma vie au musée à Rimouski, puis ça a été de fabuleuses années. Commissaire, hein, c'est ça qu'on dit? J'étais conservatrice de l'art contemporain. Pardon, madame. Oui. Conservatrice de l'art contemporain. Parfait. Puis maintenant, tu travailles... Maintenant, j'agis en tant que directrice artistique au Festival international de jardins des jardins de Métis. Puis là, la différence pour moi, c'est que j'ai passé des années à travailler à l'intérieur. Puis là, maintenant, je vais être à l'extérieur. Puis aussi, c'est que le festival étant un événement qui est surtout extérieur, puis en recherche architecturale, pardon, bien là, ce n'est pas un musée. Les jardins de Métis sont un musée. Mais le festival, non. Fait que pour moi, il y a des changements, mais en même temps, je continue à être commissaire indépendante puis à faire plein d'autres projets. Déjà, Ce qui fait que je reste dans le milieu. Là. Déjà, on apprend quelque chose. Les jardins, c'est pas des jardins, c'est un musée. On y reviendra, c'est fascinant. Toi, si je comprends bien, t'espères à exposer dans des musées éventuellement un jour. Idéalement, ça serait pas pire. Quand même, c'est Idéalement, intéressant. ce serait pas pire. On entend ton On verra ambition. où ça m'amène. Je vais peut-être pas attendre que je sois mort. Ça serait peut-être pas la meilleure chose. Parce que t'es un artiste en art visuel. Oui, je suis un artiste en art visuel qui fait essentiellement de la performance, puis d'autres types de pratiques aussi, mais le cœur de ma pratique, c'est la performance. Puis pour les musées, ça, c'est un enjeu de présenter la performance. Ça implique toutes sortes de complications, parce que le musée est habitué, dans sa forme plus traditionnelle, à collectionner, à conserver, à présenter des objets. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les arts vivants, qui se déroulent sur une période de temps puis qui disparaissent ensuite? C'est un enjeu dans les musées là, qui existe, puis qui existe depuis que la performance est un médium depuis les années 70 peut-être. Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que tu es contre les musées? Non, pas du tout. Non, je suis pas contre les musées. J'adore les musées. Moi, j'ai une relation vraiment avec les musées que j'aime beaucoup. Pour moi, le musée, c'est un endroit où il y a des possibilités. J'ai commencé tôt à travailler dans les musées aussi. Mon premier emploi étudiant, c'était d'animer, de donner des cours dans des musées. C'était au musée régional de Rimouski. J'avais 17 ans. Fait que là, on a comme une constante. Là. Voyez-vous, à la maison, là, si vos enfants travaillent dans un musée, il faut être inquiet. Donc... Ils seront pas riches, mais ils seront heureux. Très intéressant. De ton côté, ta relation avec les musées? Moi, encore une fois, c'est une passion de l'enfance, là, parce qu'en fait, moi, je travaille en patrimoine, mais gestionnaire aussi d'un site historique, là, qui est la Maison de la Montagne, qui est reconnue comme une institution muséale. Mais moi, en fait, ma passion, ça vient vraiment plus d'un volet touristique, je dirais, parce que j'avais une tante et un oncle qui habitaient à Montréal, puis ils venaient à chaque été visiter les lieux touristiques de la région. Fait que moi, j'allais à chaque année au Jardin de Métis, au Musée de la Mer, au Musée régional de Rimouski. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai découvert, en fait, ma passion pour, en fait, tout ce qui était les connaissances. On dirait que j'en voulais toujours plus.
Puis après ça, je suis tombée là-dedans là, quand je suis allée aux études. Puis j'ai tellement aimé mes cours de muséologie, d'histoire de l'art. Puis c'est ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Un peu moins dans l'art contemporain, malgré que c'est quelque chose que j'aime beaucoup découvrir. Je trouve que c'est un univers fascinant, mais beaucoup plus dans le domaine de l'histoire. Mais là, c'est ça. Ouais. Là, je vais revenir à la fameuse question. Là. Parce que là, on a dit que le jardin de Métis, c'est peut-être pas tant un jardin ou c'est un jardin aussi. Oui, c'est mais des jardins c'est un historiques. musée sans mur. En fait, il y a quand même des expositions puis une programmation muséale, ainsi qu'une collection. Ouais. Donc, puis c'est pour ça que c'est reconnu comme une institution muséale agréée. La collection du jardin de Métis, c'est fascinant. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça. C'est des artefacts historiques, c'est bon, des trucs artistiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien ça, je vous avoue que je ne gère pas cette collection. Hein. C'est ma collègue Marjolaine Sylvestre qui est directrice du département muséal au Jardin de Métis. Et puis, Marjolaine, donc, va autant travailler avec des artefacts, énormément de documentation photographique, parce que M. Rifford était un photographe, un des premiers, très, très prolifique d'ailleurs au Canada, là, à se procurer de l'équipement et tout. Ensuite, on a une collection d'outils de jardinage. On a des œuvres d'art. Donc, c'est quand même une collection qui est assez éclatée, mais qui a comme centre, comme cœur, plutôt l'histoire des jardins historiques et les personnages de la famille Rifford, dont Elsie. Bien, en fait, là, ce qui est intéressant quand quelqu'un, par exemple, n'est pas habitué d'aller dans un musée, souvent, la première fois que la personne va aller dans le musée va constater comme « Oh, OK, c'est parce qu'il y a une diversité de disciplines aussi, tu sais. » Parce que souvent, c'est rare, tu sais, qu'on va axer seulement sur une thématique. Là, ça peut arriver, mais souvent, ça va être tout plein de disciplines. C'est comme, par exemple, nous, à la Maison de la Montagne, tu sais, on parle d'histoire, bien sûr, mais d'architecture. Puis souvent, là, les gens vont faire des liens avec leur propre maison, leur propre... Puis, tu sais, c'est intéressant parce que ça vient chercher une fibre, en fait, en nous, là, le musée, c'est que c'est notre identité. Puis après ça, c'est de voir aussi, de faire des parallèles, tu sais, puis de voir aussi s'il y a des activités de médiation. Puis même des fois, dans les musées, il n'y a pas seulement les expos, là. Des fois, il y a des spectacles, il y a vraiment des activités aussi d'éducation, il y a des films, il y a toutes sortes de médiums aussi qui peuvent attirer le visiteur à aller dans les musées. Moi, j'ai envie de te demander... comment est-ce qu'au quotidien, parce que tu as travaillé quand même dans les musées, tu as eu affaire avec les clientèles, comment est-ce que tu perçois leur relation avec le musée puis leur relation, entre autres, avec des collections qui, des fois, décoivent, comme, par exemple, avec l'art contemporain ou tout ça? Est-ce que tu sentais un certain malaise ou une ouverture, ou comment est-ce que tu vois ça? Ben, de mon côté, ce que j'en comprends, c'est que les gens qui sont moins à l'aise avec le musée ou qui, surtout en art contemporain, c'est qu'ils ont peur de ne pas comprendre ce qu'ils vont voir quand ils rentrent. C'est généralement ça. Il y a un sentiment d'infériorité ou un sentiment de malaise qui naît peut-être de ça. On rentre, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne comprend pas. Donc, on n'y retourne pas. C'était un peu ça l'idée, parce que quand j'ai travaillé dans les musées, entre autres au Musée régional de Rimouski, j'étais à l'éducation, un des problèmes auxquels on devait réfléchir, c'est ça aussi, c'est comment attirer les gens à l'intérieur, comment réfléchir. Les musées ont beaucoup évolué aussi dans les dernières années, depuis longtemps. En général, donc une ouverture sur les publics, puis sur la manière dont les contenus aussi vont aller rejoindre les publics de différentes natures. Puis quand on parle d'art contemporain, il faut qu'il y ait beaucoup de contextualisation, entre autres. Il faut que le contenu soit présenté d'une manière qui est agréable ou qui est pas hautaine, accessible. Des gens qui vont faire de la médiation, qui sont là aussi, qui peuvent nous expliquer les œuvres, guider à travers certains parcours, des thématiques qui peuvent rassembler des œuvres aussi. Puis des manières d'installer le travail. Donc, il y a toutes sortes de stratégies aujourd'hui là, qui sont mises en place dans les musées pour faciliter l'accès au public. Avec divers médiums aussi, c'est ça qui vient, ça vient démocratiser aussi, là, le musée. Ouais. La première expérience qu'on a de quelque chose va vraiment déterminer de quelle manière si on y retourne ou si on a envie d'y revenir. Puis il y a un moment, je trouve, il y a un préjugé peut-être qui est peut-être vrai aussi à quelque part où on a l'impression qu'on rentre dans une salle blanche qui a un truc abstrait qui nous regarde de loin, puis ensuite on s'en va. Mais l'expérience dans les musées a beaucoup changé. Ça a déjà été ça, mais aujourd'hui, c'est quand même plus ouvert. Puis il y a beaucoup de musées qui travaillent, notamment à Rimouski ici, à rejoindre la communauté à travers toutes sortes d'espèces d'activités beaucoup plus engagées dans la société, là, beaucoup plus
comment dire, communautaire. C'est à la limite hors des murs. Hors les murs, beaucoup aussi. Oui, sortir le musée des murs, sortir le contenu des murs, ça, c'est intéressant. Puis un engagement avec les autres organismes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le musée, c'est un morceau du puzzle ou de l'écologie, des arts. Puis en général, là, je parle des arts parce que c'est mon angle, là. Mais il y a des centres d'artistes, il y a des centres d'exposition, il y a des événements ponctuels, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis le musée a une importance dans cette écologie-là. Ben oui, c'est drôle, tu m'amènes sur un point que les gens, quand ils vont voyager, puis même très près d'ici, ils peuvent aller à Rivière-du-Loup puis aller au musée, mais ils vont pas venir, mettons, qu'ils habitent à Rimouski, au musée de Rimouski et vice-versa. Là. Exact. C'est comme, ils visitent parce qu'on est en état de tourisme. Là, on se permet de dire, ah ben je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là, mais moins pour les trucs qui se font chez nous. Moi, j'adore aller au musée. Je le dis là, j'étais un fan. Je trouve que c'est comme marcher à travers d'un livre. T'apprends plein d'informations, mais au lieu d'être assis de même chez vous, t'es en train de marcher. Une marche éducative. Voyons donc, on est-tu en train d'être 100% productif? Oui. Il y a toutes sortes de musées, là. Science. Art, ça, c'est des dessins. Histoire, ça, c'est des histoires. Ça peut être vrai ou pas vrai. Il y a des musées agricoles. Tu peux voir des vieux équipements de ferme. T'apprends tellement d'affaires, là. J'ai appris combien de fourmis que je suis en hauteur. Je me rappelle pas du chiffre. Mais ce qui est le fun, c'est que je peux juste retourner puis je vais pouvoir réapprendre la même affaire une deuxième fois. Ça disait pas juste les fourmis, là. C'était comme combien de truites de haut t'es, combien haut que t'étais comparé à un ours. Il y avait des photos. Ça, c'est super dynamique parce que tu peux prendre des photos drôles à côté des pancartes. L'affaire avec les musées, là, c'est une bonne place pour des dates. T'es comme, hein, savais-tu que je suis 160 fourmis de haut? Ça savais pas ça sortir. Je viens juste de l'apprendre avec toi. Fait que ça, c'est charmant au bout. Puis, dans les musées locaux, là, t'apprends tellement des affaires, là, comme les gossips, là, tu sais, de la ville, comme qui ce qui était maire en 1970? Qui ce qui était maire en 1859? Tu sais, tu peux savoir qui était maire à n'importe quelle année. C'est toujours important de savoir quelle place ont brûlé. Cause là, tu peux être comme, hein, ça c'était une grange avant d'être un Starbucks. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Cause là, t'es comme, hein, je m'achète mon café dans une place qui était une grange avant. Fait qu'on, tu sais, ça ajoute du fun dans ta journée de savoir si tu fais là intéressant. Mais les équipements de forme, c'est impressionnant quand tu vas dans les musées locaux. Cause ça a l'air des instruments de torture, mais c'est tout fait pour faire pousser des plantes. Ça a l'air pesant, là. Une chance qu'ils avaient des chevals. Ça, c'est comme le tracteur du passé. J'ai appris ça dans un musée. J'imagine qu'il y a un effort qui est fait auprès de la jeune clientèle. Ça doit être... Est-ce que ça fait partie des publics cibles, ou en tout cas, tu sais, jusqu'à quel point ils sont pesants dans vos actions dans une année? Là, Oui, mais il y a de la médiation culturelle qui se fait, en fait, avec le jeune public. Puis justement, c'est adapté aussi. Tu sais, par exemple, nous, à la Maison La Montagne, souvent, on parle d'architecture, on parle d'histoire, mais on adapte le discours en parlant de leur patrimoine familial à eux, par exemple, leur arbre généalogique à eux, pour après ça parler justement que la première fille, la fille du seigneur de Rimouski, habitait cette maison-là, mais toute ses descendants par la suite aussi. Fait qu'on fait un peu le parallèle avec leur propre ressenti, ce qu'eux connaissent. Puis après ça, on va de l'avant avec des activités aussi qui sont vraiment axées sur toutes sortes de thèmes, là. Puis même, c'est intéressant parce que la Maison La Montagne en soi, oui, c'est une institution muséale, mais en tant que telle, c'est un objet de collection. Oui, c'est ça, c'est particulier. Fait que, tu sais, puis même, il y a beaucoup de bâtiments aussi comme ça qui sont un peu traités de la même façon parce que c'est des bâtiments qui sont bien sûr classés ou même cités patrimoniales. Mais c'est sûr que, par exemple, nous, notre collection, c'est en majorité des photos, mais même des objets aussi, du mobilier. Fait qu'on voit un peu le mobilier qui était là à l'époque, puis comment les habitants à l'époque utilisaient un espace qui est tout simple comme la maison, mais juste l'espace de la maison a évolué dans le temps. Fait que c'est intéressant de voir le jeune public voir à quel point que, oh, le confort, c'était pas acquis. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce que ça nous arrive de constater qu'ils viennent avec l'école, mais après ça, ils viennent avec leurs parents. Ah, OK. Oui, fait qu'on le voit, on est capable de voir qu'ils mentionnent « Hey, je suis déjà venue avec l'école ou bien même, je parle à des gens qui sont adultes aujourd'hui, puis oui, je suis déjà allée quand j'étais enfant, mais ils ne sont jamais retournés par la suite parce qu'on le disait, on visite souvent plus les musées de d'autres régions que notre propre région à nous. Là. Puis je reprends comme exemple le musée régional de
de Rimouski, encore une fois, parce que j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps, mais il y a des expositions qui sont organisées avec des écoles, par exemple. Fait que des fois, pour plusieurs, c'est la première expérience qu'ils ont, même de la visite d'un musée, puis les élèves qui exposent dans ces expositions-là vont venir avec leurs parents. Leurs parents, c'est la première fois, et puis vont constater que c'est quand même intéressant, excitant, qu'il y a des choses qui se passent, puis qu'il y a de l'énergie là, dans l'école où les choses sont faites comme il faut. Fait que des fois, ça, même, les enfants vont être comme un peu ce qui vont entraîner le reste de la famille. Puis si l'expérience, encore une fois, est intéressante, ben il y a pas mal plus de chances que ces gens-là reviennent. Puis d'une part, puis je trouve que c'est important aussi de dire que les gens ont le droit de ne pas aimer ce qu'ils vont voir dans le musée aussi. Puis ça arrive, ça, puis c'est normal. C'est un sentiment qui est légitime, puis surtout dans des expositions où on prend plus de risques, là, des expositions d'art contemporain là, qui ne vont pas toujours plaire à tout le monde, c'est normal. Puis même moi, là, qui est amateur quand même d'art puis de découverte, puis qui est assez curieux, ça arrive que je vais visiter des expositions qui ne me plaisent pas. Là. Puis ça ne va pas m'empêcher après d'y retourner pour essayer de découvrir d'autres choses. Puis je pense qu'il faut peut-être, d'abord, c'est ça, accepter le fait que ça se peut qu'on n'aime pas ce qu'on va voir, mais que la prochaine exposition va peut-être être plus à notre goût, va peut-être entrer un peu plus dans nos cordes, puis que de fil en aiguille, on va peut-être construire cette espèce on va comparer une exposition à une autre, puis on va construire cette connaissance-là. Donc, tout le monde a ce qu'il faut pour apprécier ou pas ce qui se passe dans les musées. Il faut être curieux pour consommer de la culture, parce que de toute façon, quand on va voir un film, ça ne veut pas dire qu'on va être satisfait non plus. Il faut absolument essayer des choses. Au Jardin de Métis, c'est fou parce que tu rentres souvent à l'intérieur des œuvres quand même. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire, de conscient, ou c'est les artistes eux-mêmes qui prennent le matériel puis qui... Je dirais que si on voulait que l'expérience soit optimale, il faudrait que ça se fasse en écosystème. OK. C'est-à-dire que normalement, si tu veux que quelque chose fonctionne, je pense, c'est que ça va pas juste être... Il va y avoir, oui, une intention puis un travail qui va se faire avec le commissariat, avec la direction, avec l'organisme, son mandat, son équipe, les artistes, les chercheurs, quand c'est une expo historique, il va y avoir des collaborateurs à l'externe, des consultants avec différents domaines de spécialité aussi. Parce que si tout le monde travaille bien ensemble, ben là, à ce moment-là, on va avoir un rendu dans ce que tu peux nommer l'expérience qui va être plus intéressant. Parce que si ça vient juste d'un intervenant, ça va souvent faire patate. C'est pas intéressant parce que c'est comme forcé dans le fond de la gorge de quelqu'un. Puis je pense que le processus muséal, il y a un côté de créativité là-dedans aussi qui est super important. Même quand on présente des objets historiques qui existent déjà, la création est super importante. On parle beaucoup de porosité des disciplines de plus en plus aussi. Puis ça, c'est dans plusieurs domaines. Je pense que si en 2023-2024, tu te dis que l'art, c'est de la peinture, ben c'est parce que tu vis au 17e siècle. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. C'est ça qui arrive. C'est ça. Puis en fait, quelqu'un qui s'identifie comme peintre, ça arrive étrangement, je trouve, de moins en moins. Bien, il y en a toujours, mais la plupart du temps, ils ne sont pas que peintres. Ils travaillent dans différentes techniques, différents médiums, ils ont une pratique qui est inspirée puis qui se nourrit de plusieurs éléments. Ça serait quoi les défis pour l'avenir des musées ou s'assurer d'une certaine pérennité? Est-ce que vous avez des problèmes de fric? Il y a plein d'enjeux. C'est incroyable. Parce que le financement est principalement alloué à la fréquentation. C'est la fréquentation qui va entraîner le financement. Je simplifie plein d'affaires, là, mais quand même, peut-être que là, il y a un enjeu à savoir si les musées est-ce qu'ils vont prendre des décisions qui sont plus populaires que thématiques, par exemple. Ce que tu dis, c'est, les gens apprécient le skidoo puis le 4 roues. On va faire une exposition. Exposition Bombardier, let's go. Mais là, on peut pas faire ça à toutes les expositions. On essaye de faire découvrir des choses aux gens, même des fois des choses choquantes ou qui leur plaisent pas nécessairement. Parce qu'il y a un mandat de recherche aussi. Puis justement, puis quand on dit qu'en effet, les subventions, souvent, ça marche avec les fréquentations, ça fonctionne beaucoup avec les quantités, en fait. Le nombre d'activités que tu fais. Le nombre de ci, le nombre de ça. Le nombre de groupes d'âge, le nombre exactement, de... les différents publics. Puis ce qui fait, en fait, qui est problématique, c'est je me dis, OK, mais c'est bien beau y aller avec les quantités de trucs, puis de visiteurs, puis de gens qui participent à des activités, puis l'offre qu'on a, bien, ce que les musées offrent. Mais il reste que c'est problématique si tu vis dans une nation, une province ou un pays qui ne vont pas nécessairement autant valoriser la culture, ce qui fait que les gens... ne sont pas interpellés par ça nécessairement. Tu sais, quand on dit, si les gens, dans leur culture en général, le musée n'est pas valorisé, ils ne viendront pas.
Ce qui fait que nous, pendant ce temps-là, nos subventions baissent, alors qu'ils n'ont pas nécessairement augmenté depuis les années 80 en passant. Ah oui? Pour vrai. Wow! Ah, c'est C'est- très Puis difficile. même, il faut distinguer aussi le public touristique du public local. Puis, tu sais, dans des musées, souvent, ce qu'on veut, c'est quand même attirer le public local parce Ben que c'est un oui. lieu de dialogue. Ce lieu-là, il est là pour eux, en fait. C'est là pour échanger, justement. Puis, c'est le public le plus difficile à aller chercher, en fait, le public local. là, C'est parce leur que collection, C'est leur collection. leur musée, veux Ouais. pas. Ça leur appartient, c'est leur Oui. identité. C'est pour eux que Mm. tous ces objets, ces artefacts, ces œuvres sont préservés, catalogués, Ouais. la recherche est faite. C'est pour notre patrimoine. Puis souvent, on est des petites équipes, surtout en région, là, des petites équipes qui font ce qu'ils peuvent pour sortir, diffuser des expos. Puis, tu sais, c'est toujours un peu... on attend, en fait, d'avoir une subvention ou, tu sais, on se prépare d'avance, après ça, on dépose, mais des fois, on ne le sait pas, ça arrive. Ah, une subvention numérique. Oh! Voilà. Est-ce qu'on a du numérique? Youpi. Est-ce qu'on peut mettre ça en Let's valeur? go. Est-ce que c'est Ah ouais, nécessaire? Tu sais. C'est annoncé soudainement, puis là, ils font Ouais. Ah, puis en passant, le deadline est en 3 semaines. Exact. Tout le monde est en panique. Ouais. Puis tous les membres de l'équipe, d'habitude, lâchent tout Ouais. ce qu'ils sont en train de faire pour faire ça. C'est drôle Ouais. parce que Tu sais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vraiment Puis, ça. C'est la réalité. Fait que là, Ouais. tu sais, un autre enjeu va être relié à ça. C'est-à-dire fait que là, les ressources humaines sont en lien avec la main-d'œuvre, etc., qui est plus difficile à accéder. Ben, c'est bon, c'est plus difficile. Les exigences administratives, elles, augmentent. Je ne sais pas jusqu'à où ça peut monter, mais c'est insupportable presque dans certains cas. Fait que là, on se retrouve avec d'énormes tâches administratives avec des gens qui ne savent pas trop comment les faire. OK, ouais. Puis des exigences qui restent vraiment à côté au plafond. Tu sais. Puis fait que si on ne les remplit pas, ces exigences-là, ben, ce qui arrive, c'est que ils coupent les subventions. Fait c'est que c'est un enjeu vraiment important, là. Très difficile, ça épuise les équipes. Ouais, la Fait reddition, ça, la reddition de compte sur les différents projets, puis tout ça est déjà quand même assez intense. C'est scandaleusement C'est intense. à ce Pour vrai, incroyable. là, c'est wow, Oui, ouais. c'est vraiment intense. Puis en fait, c'est que c'est tellement lourd pour la tâche qu'on a. Tu sais, en fait, là, de base, là, dans un musée, en fait, ce qui est intéressant, c'est de gérer la collection, de Ouais. mettre en valeur la collection, de faire des activités de médiation. Mais souvent, ça passe en deuxième parce que l'administration est tellement La lourde, paperasse, la paperasse. Puis, tu sais, pourtant, ça devrait pas être ça. Tu sais, ça devrait Ouais. être l'inverse. On devrait plus axer sur, justement, la mise en valeur pour le public, tu sais. Tu sais, la culture puis l'identité, justement, parce que c'est ça le musée, d'une certaine façon, parce que le musée fait partie de l'écosystème culturel, puis c'est nous. C'est ça qu'on a hérité des générations précédentes, c'est ça qu'on va transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, puis c'est ça qui Ben oui, reste. c'est ça qui reste. Ce qui C'est les reste, traces. c'est la culture, Ouais. c'est les traces de la culture, que ce Ouais. soit l'histoire, l'art, toute la réflexion, c'est ça qu'on étudie. C'est intéressant parce que on a ce réflexe-là d'aller, par exemple, en Europe, puis là, tout d'un coup, magiquement, d'être intéressé par la culture ou Ouais, les objets exactement. anciens ou même l'art ou l'art même contemporain de cet endroit-là. Mais étrangement, on va pas observer nos musées ici de la même façon. On va pas non seulement apprécier ce qui nous est présenté du passé, mais même les spécialistes, les professionnels qui sortent de nos universités, de nos cégeps, tout ça, qui ont des choses à nous dire, puis à nous montrer, puis à présenter, puis même en art ou en art contemporain, ben là, tout d'un coup, c'est moins sexy, là, c'est moins intéressant. C'est bizarre. Ben, c'est parce qu'on a une culture. Tout le monde a une culture artistique. Disons, là, je parle d'art visuel, disons. Tout le monde sait c'est la Joconde, on sait c'est quoi. Fait, quand on va au musée, on va la voir, on est content, on y va. Ça fait partie de notre comment dire, notre En fait, c'est le patrimoine inconscient. mondial C'est aussi, ça. Ça fait partie de notre ouais. patrimoine d'imagerie qu'on est capable de Culture reconnaître. générale. La culture générale. Fait que Ben oui. quand on y va, on la regarde, on est content, on part, que ce soit par tourisme. Ouais, peu puis on va importe. pas nécessairement voir les autres œuvres qui sont direct à côté. Pas nécessairement, mais c'est pas Mais c'est grave. ça qu'il faut Mais c'est pas aussi. grave, on est allé dans le musée, on l'a vu, on a vu d'autres choses, puis on a vu Van Gogh, puis on est content. Puis c'est-à-dire, cette expérience-là, on peut l'avoir ici Ouais. aussi. C'est-à-dire que cette culture visuelle-là, d'autres éléments culturels que des séries, puis qu'on va écouter chez nous, ben ça se peut, ça. Fait, moi, quand je vais dans un musée, c'est parce que je veux me faire surprendre, parce que je vais découvrir, puis en Ouais. bout de ligne, ben
Je viens qu'à construire ma culture personnelle à moi C'est autour beau de ce que l'imagerie. tu dis. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est l'idée. C'est ça. à nous de bâtir notre propre patrimoine culturel. Ouais. Oui. Puis c'est en y allant, des fois, puis des fois en étant déçu, mais des fois en étant content, puis en y retournant. De toute façon, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on a à risquer d'aller faire un petit tour là-bas? C'est souvent assez peu cher, des fois gratuit. Très Il y a des accessible. programmes, c'est accessible, c'est facile, les gens vont vous accueillir. Fait que c'est Mais en pour plus, moi... ça peut nourrir ton Ouais. Instagram, c'est malade. Puis, Ben ben oui. oui, puis là, Esthétiquement, c'est très beau. Aller dans le exact. musée. Tu montres à tous tes amis que tu as une vie culturelle passionnante. C'est bon. Puis ben voilà, fait que gagnant. Merci beaucoup Ouais. d'avoir participé à cette émission sur les musées. Allez voir les musées, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Hein? Hein? Ah oui, un objet rare à toi-même, j'aurais fait une quête pour aller te chercher au Machu Picchu. C'est ça, ben oui, c'est ça. On parle d'archéologie, musée, Ça m'est venu en tête tout de suite. tout de suite. Mon Joe, j'ai décidé d'aller fouiller un petit peu sur Internet à la conquête des musées les plus étranges. Parce qu'il y en a déjà plus qu'un. Il y en a plusieurs. On a un premier musée qui est en France, à Paris, qui est le musée des égouts. Mais ça ne prenait ça. Ça prenait ça. Ça prenait ça. Ça manquait à notre culture et pour être de plus en plus authentique dans leur recherche, ben, ce musée-là est fait directement dans des anciens égouts qui ont été emménagés. L'odeur est la même que v'là Non. plusieurs années. Oui, ça sent encore les égouts. On peut pas tout se débarrasser. Ça ressemble carrément à... C'est ça. Ben C'est oui, mais c'est invitant, hein? On dirait un bunker moderne d'un designer, là, ultra high invitant. class. Il dit, outre les galeries, vous y verrez des photographies de musées, de différents égouts partout dans le monde. Du coup, t'es vraiment un fan d'égouts. Des cartes et des rats d'égouts empaillés. Ils sont pas Empaillés. vivants, sont OK. empaillés. Oui. Mhm. Et on peut aussi déambuler dans différents passages, un petit peu comme à l'instar d'un labyrinthe d'égouts, là. C'est ragoûtant, hein? Tu sais, quand on dit que c'est important la culture, il y a quand même comme Non. une Il frontière. n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok, non. Tout est possible. En parlant de pas de limite, il existe un musée au Japon. On part au Japon. Déjà, ça va être divertissant. Le musée de parasitologie. Bon, Donc, les différents parasites oui. qui existent. Mais c'est quand même assez intéressant de voir la forme des parasites. Donc, mais c'est tout. Un parasite, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait de la musique, non? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, on est dans le même genre de vibe. Là. C'est quelqu'un qui va vivre au profit d'un organisme, qui va vivre au profit d'un autre organisme qui n'est pas nécessairement consentant. Donc, Ouais, OK. OK. on sait jamais. Là, je vois ton lien, là, même si je suis pas d'accord. Donc, on parle souvent de vers solitaires, des vers ronds, des larves. Donc, c'est un musée carrément de larves et de parasites, différentes places. Tu peux en voir différentes sortes dans les éprouvettes et d'en apprendre beaucoup sur les parasites qui existent. Je sais pas si je remercie, mais ça, c'est mon merci le plus sincère à date. Là. Merci. Merci. Oui, Merci. hein, pour ta prochaine date Oui. avec ta copine, avec Exactement. ta femme, t'amènes ça au Japon, au musée du parasite. Elle qui veut visiter le Japon. On a le musée de la tondeuse à gazon, la tondeuse, en Angleterre. Donc, plein de différentes sortes de tondeuses. Et ça, c'est mon autre préféré, le musée des relations brisées en Hi! Croatie. Oh! Ouais. Ils appellent ça en anglais, l'original, c'est le musée of Broken Relationships. Des histoires de gens qui ont cassé et que quelqu'un a gardé tout ce que la personne avait laissé chez eux, là, les chemises de linge, ils ont donné ça au musée. Puis là, il y a des assiettes brisées. C'est vraiment un musée de tous les objets qui ont joué un rôle dans des relations brisées du passé. Mon Dieu. Ouais. Donc, sur cette belle note, c'était mes musées intéressants et un peu loufoques. De toute beauté. En même temps, on se dit que c'est, je sais pas moi, il y a quelque chose de très inquiétant. En tout cas. Oh, en tout cas, je sais pas. Il y a quelque chose d'inquiétant et plein d'espoir en même temps. Moi, je sais que quand c'est brisé, tu peux juste reconstruire. On va boire à l'espoir. Mhm.